Une marche pour le retour de la paix à Bouna, théâtre d'un conflit intercommunautaire. C'est une initiative des Koulongo et Malinké de la ville. La marche s'est faite en présence du ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko. Après les attentats du 13 mars à Grand-Bassam, la royauté Nzima chasse les mauvais esprits. Elle a organisé aujourd'hui une cérémonie de purification dans la ville historique. À l'étranger, le nouveau président de la Centrafrique, Archange Faustin Touadéra, a prêté serment aujourd'hui. C'est la capitale Bangui qui a accueilli la cérémonie, tenue en présence de plusieurs chefs d'État. Bonsoir et bienvenue dans cette édition. Tout d'abord, je vous donne lecture de ce communiqué de la présidence de la République. Son Excellence, M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire et président en exercice de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, a reçu ce mercredi 30 mars 2016 en sa résidence de Mougins en France le président élu du Bénin, son Excellence M. Patrice Talon. Au cours de leurs échanges, le président Alassane Ouattara s'est réjoui du déroulement pacifique du scrutin présidentiel, confirmant ainsi la maturité démocratique du peuple béninois. Il a par ailleurs réitéré ses vives félicitations au président Talon pour sa brillante élection et lui a adressé ses vœux de réussite dans l'exercice de son mandat. Les deux chefs d'État se sont engagés à œuvrer au renforcement des excellentes relations de fraternité et de coopération qui existent entre le Bénin et la Côte d'Ivoire. Les Koulongo de Bouna ainsi que les Malinké ont organisé une marche pour le retour de la paix. La ville était, il y a quelques jours, le théâtre d'affrontements intercommunautaires. La marche s'est faite en présence du ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko. Doigt de laser. Une marche de protestation. La communauté Koulongo de Bouna ne veut plus de dozo dans la région du Bunkani. Selon les jeunes et les femmes de cette communauté, la présence des dozos dans la localité perturbe la cohésion sociale. Des doléances bien notées par le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, dépêché sur place à Bouna par le président de la République, Alassane Ouattara. Selon lui, pas question de diviser les peuples Lobi, Peul et Koulongo, déjà unis par des liens historiques. Nous avons pris note de toutes les préoccupations qui ont causé cette situation. Et elles seront traitées. La chance de pouvoir réunir les chefs de toutes les communautés. Et nous demandons à toutes les populations d'apprendre à revivre ensemble. C'est le vivre ensemble qui peut garantir une stabilité d'une région. Et cette région a besoin de développement. Nous ferons tout pour accompagner les familles des victimes. Plusieurs concertations avec les autorités coutumières ont permis au roi du Bunkani et au chef des lobbies de poser un acte fort, celui de la réconciliation. Nous sommes condamnés à vivre ensemble, les trois communautés qui sont dans cette région-là. Il n'y a pas de raison vraiment que nous quittions ce chemin. Vraiment, l'appel que je réitère est que nous avons intérêt à créer les conditions de cette cohabitation. Le camp Onussi et la résidence du préfet ont été visités par la délégation ministérielle. Des dispositions sécuritaires sont déjà en cours dans les villages à travers des patrouilles mixtes, des forces républicaines de Côte d'Ivoire et des soldats de l'ONUCI. Des mesures de sécurité qui devront permettre à plus de 2000 réfugiés présents sur les sites d'accueil de Bouna de regagner leurs habitations. En plus des mesures de sécurité, les mesures sanitaires ont été également renforcées à Bouna du fait de la situation qui y prévaut. Les déplacés ont bénéficié de prises en charge sanitaires et psychologiques. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a fait aujourd'hui le point de la gestion sanitaire de la crise. Salima Toudia, Thomas Gessambi. Depuis le 24 mars dernier, début des affrontements intercommunautaires à Bouna, des mesures sanitaires ont été prises par le gouvernement pour faire face aux différents cas de santé qui s'imposent. Un comité de crise du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, en liaison avec des équipes d'urgence dépêchées sur place, suivent l'évolution de la situation. À ce jour, nous avons au total 19 décès, dont 16 en cours de prise en charge dans les structures sanitaires depuis le début et 3 en milieu communautaire. 53 blessés ont été reçus dans les services de santé, dont 4 femmes. 2680 déplacés
dont 1876 enfants ont été recensés. Des consultations ont permis de prendre en charge 114 personnes qui ont présenté diverses maladies. Pas question pour le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique de laisser tomber les populations de la région du Bunkani face à la situation de crise qui prévaut. La prise en charge sanitaire et psychologique gratuite est même renforcée. La ministre de la Santé et de l'Hygiène publique a dépêché en urgence sur place la directrice générale adjointe de la santé avec des médicaments de première nécessité en appui à la gestion locale. Un deuxième envoi de médicaments a été fait pour renforcer le dispositif le lundi 28 mars 2016. Des actions de prévention ont été menées et sont en cours actuellement, à savoir de la vaccination contre la rougeole des enfants de 9 mois à 15 ans sur les sites de déplacés pour éviter la survenue de l'épidémie de rougeole, l'accompagnement psychologique des victimes. En outre, l'évolution de la situation sanitaire est favorable, ajoute le ministère. Les blessés hospitalisés sortent progressivement de l'hôpital et le nombre de déplacés sur les sites commence à connaître une baisse. Les ressortissants Koulongo et Malinké de Bouna étaient en conclave aujourd'hui à Djamé. Ils ont appelé leurs parents à l'apaisement avant d'exprimer leur solidarité aux blessés et déplacés du conflit intercommunautaire. On s'en souvient, la ville de Grand Bassam a été frappée le 13 mars dernier par une attaque ayant fait 19 morts et une trentaine de blessés. Les autorités coutumières de cette ville ne veulent plus que cette tragédie se répète. La royauté d'Enzima Kotoko a organisé aujourd'hui une cérémonie de purification pour chasser les mauvais esprits de la cité balnéaire. El Magnami. Le 13 mars dernier, la Côte d'Ivoire subissait une agression terroriste sur la plage de Grand Bassam, faisant officiellement 19 morts et 33 blessés. Plus de 2 semaines après ces événements tragiques, la royauté décide de purifier les terres de Grand Bassam, comme l'exige la tradition. Chaque fois que le sang humain est versé de manière outrancière, comme ce fut le cas le 13 mars, il faut absolument purifier la terre pour la santé de la population de Bassam. Pour la circonstance, la mission est confiée aux Komiens, c'est-à-dire les prêtresses traditionnelles qui ont en charge la protection du royaume des mauvais esprits. Après des incantations et la libation, des processions se feront entre la mer et le lieu de la cérémonie. Selon l'explication, c'est pour sortir les âmes des noyés de la mer, pour les ramener au lieu indiqué, soit dans un cimetière, parce qu'on les a conduits au cimetière. Pour implorer la clémence des man afin que pareil événement ne se reproduise à Grand Bassam ou même en Côte d'Ivoire, 4 moutons et 5 poulets sont sacrifiés. Et selon la position, elles interprètent ou le génie accepte ou il refuse en fonction de la position que prendra la volaille égorgée. Mais là, je pense que ça a été positif. Les esprits ayant accepté le don de la population, les activités socio-économiques peuvent donc reprendre sereinement. Pour clore cette cérémonie de purification des terres de Grand Bassam, le roi a reçu la visite du vice-premier ministre, par ailleurs ministre des Affaires étrangères d'Éthiopie, qui est venu apporter la compassion de son pays au peuple ivoirien. My visit to Grand Bassam is visite ici à Grand Bassam est pour exprimer la solidarité du gouvernement et du peuple d'Éthiopie à la Côte d'Ivoire. L'attaque à Grand Bassam, c'est aussi l'attaque contre l'Afrique, l'Éthiopie et le monde entier. Le vice-premier ministre éthiopien indique que ces événements malheureux doivent favoriser l'union entre tous les pays afin de combattre ensemble le terrorisme. La communauté internationale donc continue d'apporter son soutien à la Côte d'Ivoire à la suite de l'attentat de Grand Bassam. Le ministre éthiopien, après s'être rendu à Grand Bassam, le ministre éthiopien des Affaires étrangères a rencontré aujourd'hui ici à Abidjan son homologue ivoirien, le ministre Albert Mabry-Touakeus. Les deux personnalités ont en outre abordé d'autres points. Il s'agit notamment des préparatifs des 50 ans de partenariat entre l'Éthiopie et la Côte d'Ivoire et la signature d'accords dans divers domaines pour l'intensification des rapports diplomatiques entre les deux pays.
300 jeunes déscolarisés vont être pris en charge par l'État de Côte d'Ivoire. L'information a été donnée lors de l'inauguration du service civique d'action pour l'emploi et le développement. Cet événement a eu lieu en présence de plusieurs personnalités, dont le ministre Paul Kofi Kofi, représentant le Premier ministre, le chef d'état-major général des armées et le ministre en charge de la promotion de la jeunesse, de l'emploi des jeunes et du service civique. Guillaume Zéré, Franck Quadiou. En le faisant, le ministre Paul Kofi Kofi ouvre ainsi la porte à l'insertion sociale et professionnelle de milliers de jeunes ivoiriens déscolarisés. L'inauguration du siège du SCAD, le service civique d'action pour l'emploi et le développement, va permettre de sortir de la rue des délinquants, des prostituées, des marginalisés entre autres. 300 d'entre eux sont concernés par cette expérience pour cette année 2016. Le traitement social et économique de la vulnérabilité constitue un challenge que nous devons tous relever, quel que soit notre rang, notre fonction, notre statut au sein de la société. La cérémonie d'inauguration du siège d'aujourd'hui représente à la fois une symbolique d'espoir et d'engagement pour donner une seconde chance à tous les jeunes vulnérables de Côte d'Ivoire. Une fois récupérée, la prise en charge de ces jeunes dont l'âge varie entre 16 et 30 ans va consister essentiellement à l'apprentissage d'un métier. Un métier qui devrait permettre soit de s'auto-employer, soit d'être des salariés. Mais tout cela dans le respect des valeurs cardinales de la Côte d'Ivoire. Le civisme, c'est certes des concepts, mais c'est aussi et surtout la rigueur, la discipline, l'apprentissage, la connaissance de la citoyenneté. Véritable outil de resocialisation, le SCAD a été créé avec l'appui de l'Agence française de développement en novembre 2013. Il implique plusieurs institutions et ministères, dont ceux de l'emploi des jeunes, de la défense, de l'emploi, de l'éducation nationale et de l'enseignement technique. La plateforme universitaire pour la promotion de la paix et la démocratie sensibilise les étudiants à l'université Alassane Ouattara de Bouaké. Elle les a invités à promouvoir la paix afin d'éliminer toute forme de violence sur les campus. Kader Sogodogo. Faire la promotion de la culture de la paix et de la non-violence sur les cités universitaires. Tel est l'objectif de la plateforme universitaire pour la promotion de la paix et la démocratie de l'université Alassane Ouattara. La plateforme multiplie les actions en vue de débarrasser pour toujours l'environnement estudiantin de toute action qui peuvent entraver les études. D'où le sens d'un séminaire de renforcement de capacité des étudiants sur le thème culture de la paix, prévention et gestion de conflits. Les étudiants eux-mêmes, de plus en plus, se sont mis à l'idée que sans la paix, les études sont difficiles pour eux. Et sans la paix, eux-mêmes, qui sont des acteurs du développement futur au niveau du pays, ne pourront pas inhiber ce développement. Si aujourd'hui, ces mêmes étudiants se rendent à l'idée que, véritablement, pour que les études soient apaisées, il faut qu'on bannisse, qu'on lutte contre toute forme de violence, toute forme d'insécurité. Cela augure d'un avenir dans lequel eux-mêmes entendent semer partout les grains de la paix. La plateforme universitaire pour la promotion de la paix et la démocratie de l'université Alassane Ouattara entend mener d'autres activités de ce genre afin d'inculquer aux étudiants, futurs cadres du pays, les valeurs de paix et de cohésion sociale. Un atelier portant sur la certification du bois ivoirien s'est tenu récemment. Des experts nationaux et internationaux ont fait d'importantes recommandations au gouvernement. Des recommandations pour permettre à la Côte d'Ivoire de rester dans les normes de la légalité dans le domaine du bois. Malika Koulibaly, Franck Quadiou. À cette rencontre, les experts ivoiriens internationaux et les partenaires techniques ont recommandé l'inclusion du marché domestique de bois dans le processus de la légalité et de la certification du bois ivoirien. À la réalité, les circuits d'approvisionnement et de recommandation des revendeurs de bois sur le marché local échappent à tout contrôle et ne respectent pas toujours les normes. Conséquence, la chaîne de production des produits bois qui partent de la coupe à la transformation et à la commercialisation n'est pas toujours maîtrisée. Pour pallier cette difficulté,
Un comité technique des négociations qui comprend 4 collèges a décidé d'inclure le secteur informel du bois dans le processus afin de maîtriser tous les circuits d'approvisionnement et de commercialisation. Il s'agit, en définitive, de donner une réelle chance à notre pays d'aboutir à un accord avec l'Union européenne. Un mot d'agriculture, le prix Borchamp pour la commercialisation de la noix de cajou a été fixé à 350 francs CFA. Le Conseil du coton et de l'anacarde veille à son strict respect. Un mois après l'ouverture de la campagne, le Conseil sillonne les départements du Béret pour sensibiliser les acteurs au respect des dispositions en vigueur. Kader Sogodogo. Pour le respect strict du prix Borchamp et des dispositions pratiques de la commercialisation de la noix de cajou au titre de l'année 2016, les délégations régionales du Conseil du coton et de l'anacarde mènent des actions sur le terrain. Celle de la région du Béret a visité les départements de Kounaïri et de Dianra. Objectif de cette visite, s'assurer de l'utilisation efficiente des documents de transaction et de traçabilité, à savoir les fiches de transfert et le carnet d'achat magasin intérieur des exportateurs. Nous sommes en tournée pour sensibiliser et donner les informations à tous les acteurs, les producteurs, les acheteurs et les différents présidents des comités de veille sur toutes les informations sur ces dispositions pratiques et leur mise en œuvre. À Kounaïri comme à Dianra, le délégué régional du Conseil du coton et de l'anacarde a invité les acheteurs et pisteurs à utiliser réellement ces documents afin d'avoir des chiffres fiables et surtout lutter contre la fuite des produits vers les pays limitrophes. Youssouf Koné a mis fin aux activités de certains acheteurs et pisteurs qui passent outre les mesures en vigueur pour la réussite de la campagne. Les textes réglementaires qui vont être pris d'ici lundi vont donner les premières sanctions et en dernier recours, le Conseil se réserve de retirer l'agrément purement et simplement aux acheteurs qui seront pris en flagrant délit dans le cadre de cette commercialisation. Une démarche saluée par les acteurs de la filière. Cette tournée a également permis au Conseil du coton et de l'anacarde de sensibiliser les sociétés coopératives à formaliser leurs documents d'agrément. Pour cette campagne 2016, la Côte d'Ivoire attend collecter plus de 725 000 tonnes de noix de cajou. Les victimes des accidents de la voie publique en cas de délit de fuite des automobilistes vont être prises en charge. Le CHU de Cocody a désormais son bureau pour l'assistance des accidentés de la route. C'est une initiative du Fonds de garantie automobile. Les activités de ce nouveau bureau ont démarré aujourd'hui. Michel Digri. Au-delà d'une coupure symbolique de ruban, c'est un pas de plus vers la prise en charge efficiente des victimes des accidents de la route. Après les CHU de Trècheville et de Yopougon, le Fonds de garantie automobile s'installe au CHU de Cocody. Avec la même feuille de route, la prise en charge des accidentés de la voie publique lorsque les véhicules ne sont pas assurés ou dans les cas de délit de fuite. Nos services se mettent à votre disposition pour prendre non seulement en charge la victime au plan des séquelles, donc au plan médical, mais également, comme je l'ai indiqué tantôt, au plan de l'indemnisation, quand la personne montre des séquelles et que cela doit pouvoir faire l'objet d'une indemnisation. Au cours de la rencontre entre les responsables du Fonds de garantie automobile et ceux du CHU de Cocody, les deux parties ont souhaité pousser plus loin leur collaboration. Il faut un constat. Il faut que vous soyez saisis par un PV avant que vous enclenchiez vos démarches de prise en charge. Nous avons souhaité que nous puissions réfléchir à un cadre où de façon systématique, tous les blessés de la voie publique puissent bénéficier d'une prise en charge, quitte à ce que, par action refusoire, vous puissiez rentrer dans les questions d'indemnisation. Ceci pourrait constituer pour nous vraiment un véritable cadre d'amélioration de la prise en charge de nos accidentés de la voie publique. La direction générale du Fonds de garantie automobile a pour ambition d'ouvrir ses bureaux dans tous les grands centres hospitaliers du pays. Rendons-nous à nouveau à Boaké. L'ONG Oka Deme a offert des bœufs aux différents cantons de la ville. On en parle avec Kader Sogodogo. Pakinou exceptionnel dans la sous-préfecture de Boaké. C'est au total 10 bœufs et des kits alimentaires d'une valeur de 10 millions de francs CFA que l'ONG Oukademe, à travers son président Touré Souleymane, offre au village de Konankankro, Kankro, Kanunkro, Bende Kwasikro, Kwasiblekro, Tanusakasu, Bolikro, Minankro et Nzekro, ainsi qu'à l'association des communautés résidant à Boaké.
Pour le donateur, ce geste à l'endroit des chefs cantons et des principaux villages baoulés s'inscrit dans la promotion du développement et du social. C'est Dieu que nous glorifions parce que quand tu promets quelque chose, il faut que Dieu accepte et qu'il te donne les moyens de respecter la promesse. Et celui qui respecte la promesse est un homme béni de Dieu. Nous sommes satisfaits aujourd'hui de pouvoir offrir les bœufs conformément à nos promesses faites par rapport à la fête de Pâques. Ce don à la Pakinou fait suite à celui de la Tabastie où une centaine de moutons avaient été offertes à des imams et à des démunis à Boaké. En politique, le Rassemblement des Républicains remobilise ses militants dans la région du Béré. Une mission du RDR conduite par le ministre Adama Koné a rencontré les populations de Monkono. Au nombre des questions évoquées figurent les enjeux du parti unifié. Informer les militants de la région du Béré et recueillir leurs aspirations en vue d'une maîtrise des échéances électorales à venir. C'est ce qui ressort de la tournée du ministre Adama Koné, émissaire du Rassemblement des Républicains. Autres objectifs du ministre Adama Koné, redynamiser les activités des structures de base du parti et également faire comprendre aux militants les enjeux du parti unifié, à savoir rassembler les Ivoiriens dans la paix pour le développement économique et durable de la Côte d'Ivoire. Le président me charge de vous dire que Bégué et lui se sont entretenus sur l'avenir de la Côte d'Ivoire. Et ils ont décidé que nous mettons en place un parti unifié. Quand on dit un parti unifié, ça veut dire que nous allons nous mettre ensemble et diriger le pays. L'émissaire du Rassemblement des Républicains a par ailleurs indiqué aux populations du Béré que l'année 2016 verra la tenue de deux importantes échéances électorales, à savoir le référendum constitutionnel et les élections législatives. Pour être à la hauteur de ces enjeux, il exhorte les militants de son parti à rester forts et unis. Intéressons-nous au lancement de la 36e édition du Popo Carnaval. Cette année, ce rendez-vous sera meublé par un hommage à l'homme de culture Adjé Daniel et des activités liées à la relance économique. Issa Yeo, Aboussanougou. Bonois aux couleurs du Popo Carnaval. Pendant 2 semaines, cette ville va vivre au rythme de la culture abouri. Avant le démarrage de cette 36e édition, 1 minute de silence en hommage aux victimes de l'attentat du Grand Bassam. Un autre hommage au cœur de ce Popo Carnaval, celui rendu au comédien Adjé Daniel, malade depuis des années. Pendant près de 40 ans, il a égayé la population ivoirienne. Aujourd'hui, il est tout à fait indiqué que ses parents de Bonois lui rendent un hommage. Le Popo Carnaval est désormais une manifestation ouverte à d'autres cultures. Le jumelage entre la ville de Bonois et celle de Boundiali et l'invitation d'autres pays comme le Burkina Faso et le Mali en sont une parfaite illustration. Le Popo, après avoir été un événement de la région du Sud Comoé, est devenu un festival d'envergure, je dis national mais international. L'âme du Popo est à consolider. Le Popo Carnaval est une fête de réjouissance populaire où la solidarité et la fraternité font bon ménage. Des valeurs favorables au développement du tourisme. De quoi réjouir le ministre du Tourisme. Le Popo Carnaval est une manifestation culturelle, mais le tourisme utilise la culture comme matière première. Si on n'a pas de culture, qu'est-ce qu'on va vendre à nos touristes? C'est sûr, on a 550 km de plage. Mais on vend le tourisme culturel, on vend le tourisme écologique, les parcs, les réserves. Et regardez cette belle forêt que la Côte d'Ivoire gagnerait à entretenir. 400 exposants et plus de 15 000 visiteurs par jour sont attendus pour cette 36e édition du Popo Carnaval de Bonois. La ville de Boaké va abriter du 7 au 10 avril prochain la 2e édition du festival international Abirégé. Avant ce rendez-vous culturel, le coordonnateur général était face à la presse. Il a donné les grandes articulations de l'édition 2016. Maria Kobi, Léon Brou. Du 7 au 10 avril se tiendra le Festival international Abirégé édition 2016. En prélude à ce rendez-vous culturel d'Abidjan, le coordonnateur général du dit festival plante le décor. Débats, concerts et colloques autour de 4 thèmes, notamment les enjeux présents de la mémoire de l'esclavage et Rastafari, religion ou style de vie. Il y a une dimension originale pour cette édition 2016.
musique, débat, mais aussi peinture, sculpture. Abirigué ouvre une lucarne sur les arts plastiques, avec une tendance qui est en train de se créer, avec des artistes, de jeunes artistes pleins de talent, dont certains sont cotés déjà à Londres, qu'ils appellent Reggae Art. Reggae Art, pour dire ceci, on peut rendre par là ce qui est contenu dans la culture Rastafari, le message de Rastafari, et montrer l'horizon ouvert par Jah. Ils disent quelque chose comme ça. Ils vont nous montrer ce qu'on peut faire avec cette culture Rasta quand on est un artiste. Le Festival international Abirigué est une initiative du ministre Moussa Dosso. Pour la deuxième fois, ce festival va faire d'Abidjan la capitale mondiale du reggae. Ils sont attendus des musiciens, d'éminents intellectuels et des férus de reggae de Côte d'Ivoire, d'Afrique et du monde. À l'étranger, le nouveau président de la Centrafrique, Faustin Archange Touadéra, a été investi ce mercredi à Bangui. Ce professeur de mathématiques, ex-membre du gouvernement Bozizé, devra dans l'urgence redresser un pays en ruine. Marie-Laure Magnessé, Alexis Ouedraogo. Ce professeur de mathématiques, ex-premier ministre du gouvernement Bozizé, Faustin Archange Touadéra, est investi ce mercredi à Bangui. Élu le 14 février dernier avec 62,71% des voix, il prend officiellement les rênes du pays. Investiture qui se présente comme un tournant décisif pour la Centrafrique. Reconnu comme grand bosseur, de lourdes tâches attendent Faustin Touadéra. Sur le plan sécuritaire, il va devoir redresser urgemment un pays mal en point, déchiré par 3 années de violence intercommunautaire. Il y a aussi le défi de la réconciliation des Centrafricains, le redressement de l'administration, de l'économie du pays, mais aussi celui de la refondation de l'armée. Le ministre français de la Défense, Jean-Yves Le Drian, a annoncé ce jour la fin de l'opération Sangaris dans le courant de l'année 2016, après 3 ans d'affrontements. Le président français François Hollande a annoncé hier sa décision de renoncer à réviser la Constitution devant l'impossibilité d'unir l'Assemblée nationale et le Sénat sur son projet de déchéance de la nationalité pour les auteurs d'actes terroristes. Le chef de l'État français a clairement fait porter à l'opposition la responsabilité de l'échec de cette réforme qui néanmoins ne faisait pas l'unanimité au sein de sa propre majorité. Le chef du gouvernement d'union nationale libyen est arrivé cet après-midi à Tripoli, malgré l'opposition des autorités sur place. Dès mardi, Fayez al-Sarraj avait annoncé sa volonté de s'installer, lui et son gouvernement, dans la capitale, ce qui fait régner depuis lors un climat de peur dans la ville. La situation reste tendue à Tripoli, nous disent Kader Ouattara et Thomas Guessambi. Le climat est tendu à Tripoli. Le spectre des combats plane sur la ville. Depuis la volonté du gouvernement d'union nationale parrainé par l'ONU de s'installer dans la capitale, malgré le refus catégorique de Farj Libya, le gouvernement non reconnu. Craignant les combats, les habitants de Tripoli ont pris les devants. Les familles font des provisions, redoutant les ruptures de stock et les files d'attente s'allongent devant les banques. C'est tendu et les gens sont fatigués. Il n'y a pas de salaire ni d'argent dans les banques. Le fait d'avoir 2 gouvernements différents provoque de graves problèmes. Malgré tout, les habitants de Tripoli espèrent une solution de dernière minute pour freiner l'effondrement de l'économie et l'insécurité qui affectent leur quotidien. Entre-temps, des nostalgies de la monarchie se signalent. Le gouvernement d'union nationale a été mis en place à la suite de l'accord politique signé en fin 2015 au Maroc sous l'égide de l'ONU par les députés des 2 parlements rivaux. Au Brésil, le parti allié à la présidente Dilma Rousseff quitte le gouvernement. C'est au terme d'une réunion qui n'a duré que quelques minutes que le parti du mouvement démocratique brésilien
première force du Parlement, a décidé d'abandonner dans la tourmente le Parti des travailleurs avec lequel il était allié depuis 2010. La présidente du Brésil, Dilma Rousseff, fait face à une procédure de destitution. Elle est soupçonnée d'avoir maquillé les comptes publics en 2013. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programmes sur RTI1.